Culture Chic, influence pop, courant choc, bienvenue dans Version Française, le magazine qui annonce la couleur en 100% bleu, blanc, rouge. Et aujourd'hui, je vous propose un numéro spécial mode. Pas de quoi rester de marbre devant ces statues de cire. Le musée Grévin et ses pensionnaires nous dévoilent leur mystère. Cheroti, c'est la maison emblématique aux accents hollywoodiens. Et c'est Jason Basmagian qui assure la relève de la direction artistique. Paris, capitale de mode, tout le monde le sait, notamment le créateur Yves Saint Laurent qui a laissé son empreinte dans l'histoire et dans la ville. Légère, aérienne, la plume, derrière sa fragilité apparente, se plie à toutes les envies de Maxime Leroy. Dénichés aux quatre coins de France, voici les immanquables modes de la semaine, ses points de vue. Pour éviter l'effet voile de bateau, le chemiseur a une belle idée. C'est sur le net que ça se passe. On y choisit le tissu qui nous plaît, puis on rentre ses mesures, du col au cintrage, en passant par la longueur des manches et bien d'autres. Et comme chez les Français, tout est dans le détail, on personnalise de la poche aux initiales brodées, so chic. En 66, Yves Saint Laurent a 30 ans et c'est lors de son défilé haute couture qu'il donne un grand coup de pied dans la fourmilière mode en présentant un smoking pour femmes. Il bouleverse alors les codes du genre. Indignation ou admiration, le smoking Yves Saint Laurent fera l'effet d'une bombe chic et terriblement audacieuse dans le monde de la couture. Derrière ses lunettes noires, l'œil de Karl Lagerfeld a su capter des instants de mode. Dans cet ouvrage, on retrouve l'intégralité des campagnes photographiques de haute couture et de prêt-à-porter de l'emblématique maison Chanel. Plus de 600 prises de vue pour s'inspirer et baver un peu sur ces pièces. Pierre Letz est diplômé de la Chambre syndicale de la couture et c'est avec Daniel Martin qu'ils créent leur marque et révisitent ensemble le kimono. Pièce emblématique de la tradition japonaise, elle est ici détournée avec des jeux de matières contemporaines comme la soie, le tweed ou encore le lamé, un indispensable mode. Le musée Grévin nous ouvre ses portes de la restauration des statues de cire à l'histoire de son architecture, c'est en coulisses. À Paris, le seul endroit où vous pourrez croiser à la fois Monica Bellucci, la reine d'Angleterre et Omar Sy, c'est au musée Grévin. Ici, vous pouvez passer la journée avec plus de 200 personnalités, prendre une photo avec elles ou pourquoi pas les provoquer en duel. En tout cas, pour une fois, c'est facile de les approcher. Mais avant l'ouverture au public, l'heure où tout le monde dort encore, les stars, elles, sont déjà debout. Ah, on dirait que ce beau Leonardo DiCaprio a besoin d'un petit coup de peigne. Dès 7h30 du matin, toute une équipe d'artistes et d'artisans s'active pour une dernière mise en beauté des vedettes. La plupart des personnalités ont droit à une séance de coiffure, de maquillage également. Donc il arrive qu'on doit faire des petites retouches donc sur les visages, parfois sur les mains. Et puis il y a des costumières également qui passent pour soit recoudre un bouton, remettre bien le vêtement, afin que vraiment tout soit absolument parfait pour l'ouverture au public. Ah, on dirait que Lady Gaga donne du fil à retordre aux équipes. Laissons-la finir de se préparer tranquillement, on n'a pas envie d'assister à un caprice de star. En attendant, allons plutôt découvrir l'histoire du musée avec Véronique. Le musée Grévin a ouvert ses portes exactement le 5 juin 1882. Et en fait, ce musée Grévin a été créé par un journaliste qui s'appelait Arthur Meyer. Et ce monsieur s'est dit, mais après tout, les lecteurs de mon journal ne savent pas vraiment à quoi ressemblent ceux et celles qui font la une des pages du journal. Il s'est dit, on va créer un journal en 3 dimensions. Mais quel génie cet Arthur Meyer! Et en plus, le journaliste n'a pas choisi n'importe quel lieu pour accueillir les stars. C'est pas Charles Aznavour qui nous dira le contraire. Là où nous sommes, par exemple, ce théâtre Grévin, il date de 1900. Il est à l'inventaire des monuments historiques. Il a été classé par André Malraux grâce au rideau de Seine, qui est un tableau original de Jules Chéret, et au haut-relief, qui est une sculpture d'Antoine Bourdelle, tout comme tous les macarons et la décoration de ce théâtre. Et puis quand les personnalités arrivent dans le musée, c'est toute une histoire qui vient avec. On crée pour eux un décor spécifique. On retrouve Al Pacino sur un studio de télévision en pleine interview. Vous pouvez donc jouer au football, vous pouvez faire un haka avec Sébastien Chabal, ou bien vous combattre avec un sumo. Si on se battait contre Teddy Riner, pourquoi pas, mais là, non merci.
Bonjour Ariel Dombal, asseyez-vous et prenez un verre. Nous, on préfère aller voir ce qui se passe dans les coulisses. Ah, bonjour Laetitia. Là où on n'a pas vraiment le droit, bah oui, c'est réservé au secret des vedettes. Pour ça, il faut grimper un peu sous les toits du musée où se trouve l'atelier de restauration. Des ateliers qui datent presque de la création de Grévin. Aujourd'hui, donc, c'est tout ce qui est entretien, restauration, petits travaux, parfois grands quand même, des personnages de Grévin, des décors. Il y a beaucoup de petits raccords au quotidien, de peinture. Et ce qui est bien quand on a élu domicile à Grévin, c'est qu'on peut changer de cheveux ou même de main très facilement. Pour une petite retouche maquillage, c'est aussi ici que ça se passe. Tout ce qui est entretien des visages donc, se fait à la peinture à l'huile. Les cheveux, qui sont des cheveux naturels, ont besoin d'être recoiffés. On peut ainsi leur laver les cheveux, leur remettre des bigoudis. Comme on peut voir ici Céline en train de refaire une jolie perruque 18e, oui, je pense. Hein, voilà. C'est Jean de La Fontaine qui a droit à un petit coup de toilette. Fallait nous le dire, le roi des fables mérite bien un peu d'intimité. Et si Véronique nous révélait qui choisit les convives du musée Grévin? Alors, depuis 2001, c'est l'Académie Grévin qui est présidée aujourd'hui par Stéphane Bern. Cette Académie Grévin est composée, pour rester dans la tradition du fondateur qui était journaliste, d'hommes et femmes de médias. Ils se retrouvent 2 fois par an et lors de ces réunions, ils élisent entre 1 et 2 personnalités. Mais patience pour les fans, il faudra compter 6 mois pour que la nouvelle personnalité foule le tapis rouge du musée Grévin. Des coupes masculines et des couleurs naturelles, Jason Basmagin a repris avec talent les codes du célèbre Nino Cerruti. En 1967, le créateur Nino Cerruti installe sa maison aux 3 places de la Madeleine. Très vite, son mélange d'élégance italienne et française séduit le monde entier et se retrouve même sur grand écran. Difficile d'oublier Richard Gere dans Pretty Woman ou encore Michael Douglas dans Basic Instinct. Aujourd'hui, c'est Jason Basmagin qui a les clés de la maison Cerruti. Américain d'origine, c'est avec un charmant accent qu'il nous fait visiter les lieux. Le styliste a prêté ses idées à Armani, Calvin Klein ou encore Gibbs & Hawkes. Son truc à lui, dépoussiérer les belles endormies. J'aime beaucoup, évidemment, de travailler dans les anciennes marques qui ont besoin d'un reboot, refresh. C'est une évolution, pas toujours une révolution, pour respecter le code de la maison à la base. Parce que quand vous avez déjà une base qui donne une valeur importante, ce n'est pas nécessaire de complètement réinventer. Même, c'est plus challenging parce que de trouver l'équilibre entre l'ancien et le nouveau, c'est au plus facile de commencer à zéro, ou réinventer quelque chose, ou garder quelque chose de très classique. Depuis 3 ans, il joue les équilibristes sur le fil de la tradition et de l'innovation. Le dernier défilé est un savant mélange entre la maison Cerruti et la vision Basmagin. C'était une collection qui était, pour moi, l'histoire de l'homme moderne dans la ville, c'est-à-dire les beaux pièces revisitées que tout le monde adorait, mais présentées dans une nouvelle proportion, présentées avec un nouveau esprit, une nouvelle énergie, et réinventer ou réinterpréter les idées de sportswear et qu'on intégrait le sportswear dans les vêtements, avec les vêtements qui est à côté classique. Jason s'est toujours occupé du vestiaire masculin, mais pour la dernière saison, il a créé une collection capsule dédiée aux femmes qui finalement ne dénote pas trop de celle des hommes. Je ne vois pas une délinéation ou break entre les deux. Pour moi, c'est le même client, c'est le même style de vie, c'est le même goût, c'est la même élégance, la même appréciation de matière, de coupe, de qualité. Et en fait, il y a le manteau que vous avez vu tout à l'heure, c'était aussi fait pour femmes. Je ne vois pas de clients différents. Et même aujourd'hui, pour moi, c'est très moderne. Après le fitting, il reste quelques points à voir avec Alessandra. Après avoir collaboré avec plusieurs maisons, elle a trouvé en Jason une autre manière de travailler. C'est pas évident de trouver cette alliance
de talent, de vision, d'énergie, de dynamisme, beaucoup d'énergie, et avec autant de complicité, d'entente, de transparence et surtout un fonctionnement et une façon de manager que j'insiste rare, d'avoir un esprit d'équipe formidable. On se sent tous partie de ce projet et voilà, il nous donne de l'enthousiasme tous les jours. Et c'est la vérité, beaucoup d'enthousiasme et surtout beaucoup d'énergie. Cette énergie, Jason la puise dans le cinéma, l'art, l'architecture et il a plutôt bien fait de poser ses valises à Paris. Paris, vraiment, ça m'inspire. Il y a vraiment une fierté de la tradition, même à côté de l'innovation et la créativité. Paris, ça change toujours. Avec les lumières aussi, la lumière est très, très, très unique à Paris parce que ça change toutes les journées. Et il y a des jardins, le bâtiment, les histoires, la culture. Vraiment, c'est une ville qui vit. Après une petite pause parisienne, il est temps pour Jason de penser à sa future collection. J'ai toujours commencé la collection avec une idée de couleur et après les idées de mood. Et on crée le mood board avec les couleurs, les images qui inspirent, qui donnent l'indication. Après, je fais le briefing de la team et on commence à travailler ensemble sur le vêtement vintage ou sur le vêtement qu'on trouvait ou les idées que la team a proposées à moi ou que moi qui proposais à la team. Et on travaille vraiment de créer la direction générale pour cette saison. Il est encore un peu tôt pour vous en dévoiler plus et vous en avez déjà bien assez vu comme ça. Bonjour Jason. Bonjour, bienvenue à Cerruti. Merci. Jason, est-ce que l'appel de Cerruti était une surprise pour vous? Non, pour moi, je suis ravi quand je suis contacté pour prendre le poste chez Cerruti parce que c'est une maison avec une DNA, avec une histoire, un patrimoine qui suit bien mon goût et même l'expérience. Alors justement, cette maison de Cerruti a une grande histoire. Elle a presque 52 ans aujourd'hui et elle a vraiment été extrêmement mythique dans les années 80, 90, notamment pour habiller tous les acteurs dans le cinéma. Est-ce qu'en arrivant, vous êtes plongé dans les archives? Oui, en fait, nous avons la chance d'avoir une très riche archive, un archive très riche par rapport aux vêtements et même le matériel. C'est vrai, c'est cette belle histoire de cinéma, mais en même temps, il y a la télévision parce que M. Cerruti a créé le look Miami Vice pour le show. C'est le premier designer pour moi qui met, par exemple, le T-shirt avec un costume. Ouais. Qui tout le monde pense aujourd'hui, c'est normal, on habille comme ça toute la journée. Mais pour mettre une basket avec un costume, un T-shirt, même d'utiliser le tissu technique dans le part tailleur. C'est aussi M. Cerruti qui a inventé ça. On garde bien le style de la maison aussi parce que vous avez gardé en très grande partie les filatures, les usines de tissus de Cerruti en Italie. Donc tous les tissus proviennent pratiquement d'Italie et en grande partie encore de l'usine d'origine. Absolument. On utilisait presque tous les tissus italiens, un peu d'anglais, un peu japonais, mais c'est presque tous d'Italie. Et on travaille énormément avec l'Anaficio Cerruti, ça reste toujours dans la main de M. Cerruti et le propriétaire. Et moi, je travaille direct avec M. Cerruti, on exclusive, les idées, on fait les échanges. Et pour ça, il y a toujours un petit partenaire qui reste avec nous dans la maison. Et lui est vraiment généreux de transmettre. De transmettre, oui. De transmettre les idées, même les évaluations. C'est normal aussi, il appelle un défilé, lui appelle moi de dire félicitations, il aime quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il a dit dernièrement pour le dernier défilé? Il était très supportif de le travail de moi et l'équipe. Mais toujours quelque chose d'ajouté, constructif et positif. Il va très en détail, il vraiment regardait bien les photos. Et même, ça inspire lui pour penser des autres idées pour les tissus, pour la prochaine collection. Vos inspirations, Jason, viennent beaucoup d'une esthétique plutôt que de personnages.
Oui. Quelle est cette esthétique? Moi, je en prends beaucoup particulier? des inspirations, honnêtement, de art contemporain, de cinéma. J'ai pas toujours les icônes Hitchcock que j'aime beaucoup pour le... Pas exactement pour copier le style, mais pour le mood. Il y a une élégance, il y a un mystère, il y a une tension, il y a une chose dynamique dans le film d'Hitchcock. C'est très visuel. J'ai pas travaillé avec les icônes, personnages iconiques dans la tête. Il y a quelques genres de Cerruti dans le style, évidemment, mais pour moi, c'est plutôt un feeling, un mood. Et même Nino. Quand j'ai pris le poste, Nino a donné son avis et j'ai dit, mais comment tu as toujours commencé de travailler? Et il dit, Jason, en première personne, j'ai toujours commencé de faire le vêtement pour moi. Jason, on parle beaucoup de la femme parisienne, de son élégance, de son style. Qu'est-ce qu'il y en est de l'homme parisien? L'homme parisien, pour moi, il a une élégance. C'est toujours quelqu'un d'élégant. C'est quelqu'un qui mélange en balance entre quelque chose de formal et informel. Comme la culture française, il y a toujours une politesse, une élégance, une formalité, une structure qui se voit à Paris. Mais en même temps, c'est une insouciance, et une liberté. Merci beaucoup, Jason. Je vous en prie, merci beaucoup. Paris aime Yves Saint Laurent et Yves Saint Laurent le lui a bien rendu. Suivez-nous à travers 3 adresses parisiennes dédiées au créateur. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, défilé en Caban et saharienne dans la capitale de la mode. Vous avez deviné? Et oui, c'est bien de l'intemporel Yves Saint Laurent dont il est question. Pour débuter cette balade sur mesure, rendez-vous au 5 avenue Marceau, dans la maison de haute couture historique du créateur. C'est dans ce somptueux hôtel particulier de la rive droite que le petit prodige de la maison Dior fonde dans les années 60 sa propre griffe. L'espace est aujourd'hui consacré à son œuvre et son immense talent, et c'est l'occasion pour nous de réviser quelques classiques. Le saviez-vous, si Yves Saint Laurent a piqué l'idée du trench coat à Burberry, c'est à lui, mesdames, que l'on doit l'un des indispensables des tapis rouges, l'élégant et androgyne smoking. Inspiration Renaissance, 21e, année folle, dans une ambiance tamisée, on passe en revue les déclinaisons de Mondrian, on s'émerveille devant les mariés colorés, bref, on craque littéralement pour le chic incarné. Bon, au bout de la visite, on vous l'avoue, l'envie de refaire entièrement notre garde-robe nous guette. Il est temps de faire un petit détour par l'atelier d'origine du couturier. Au milieu de livres d'art, des perles et des tissus, on aimerait remonter le temps et commander au grand maître de la mode notre prochaine robe de soirée. Après l'art minutieux de la couture, on prend notre plus belle démarche chaloupée et on pivote côté Tuileries, rue Castiglione, dans un autre salon historique cher à Yves Saint Laurent. Alors ici, on se trouve dans le salon L'Impérial, au sein de l'hôtel The Westin Paris-Vendôme, anciennement hôtel intercontinental, donc qui a été construit en 1878. C'est ici que Yves Saint Laurent a fait un de ses premiers défilés, en fait, en 1976, sur une thématique ballet russe qui apparemment était assez audacieuse pour l'époque. Vous retrouvez ici le salon tel que M. Saint Laurent l'a connu il y a une quarantaine d'années. Une salle tout en lustre et en dorure, aucun doute ça fait son petit effet. C'est l'occasion rêvée pour le créateur de réintroduire le goût du faste et de la mise en scène spectaculaire dans les défilés. C'est un salon qui peut accueillir énormément de monde et qui a un avantage certain, c'est qu'il est à la lumière du jour. Donc je pense que tout ça réuni en faisait un petit peu un lieu idéal pour M. Saint Laurent. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il est revenu après à plusieurs reprises faire des défilés ici, notamment en 2001, son défilé haute couture, qui a hélas été son dernier défilé. C'est vrai que c'est un salon qui a un fort attachement avec la mode. On reste très empreint de cette culture Saint Laurent. Et aujourd'hui, on reste un hôtel qui accueille énormément de défilés, énormément de showrooms. On resterait bien encore un peu à jouer les belles et à admirer les anges au plafond, mais il est temps de filer à Pigalle pour les coulisses de notre visite. Car cette extraordinaire carrière n'aurait pas été possible sans une rencontre décisive, celle avec Pierre Berger.
C'est ici au restaurant La Cloche d'Or que les deux futurs amants et fidèles associés échangent pour la première fois à l'occasion d'un dîner mondain. Le restaurant était tenu par le père de Jeanne Moreau. La Cloche accueillait le grand monde. C'était même à une époque, me semble-t-il, smoking et robe de soirée obligatoire. Un petit orchestre qui devait être autour de la cheminée. Et donc voilà, un cadre tout à propos pour une rencontre. Nous sommes en 1958, Yves Saint-Laurent est alors le petit prince de la mode que tout le monde s'arrache. Et c'est à cette table ronde que les deux cœurs s'emballent et que ce qui devait arriver arriva. Marie-Louise Bousquet, la Anna Wintour de l'époque, provoque le destin. Marie-Louise Bousquet invite ce petit prince à sa table avec donc Pierre Berger et son compagnon de l'époque, Bernard Buffet, bien sûr, qui sont encore ensemble. Tout ce qui s'est dit, seuls les murs en sont témoins, mais ma foi, je ne sais pas ce qu'ils ont mangé. Peut-être quelques bulles de champagne ont aidé et ont fait le reste. C'est sur ces rires joyeux que notre visite stylée s'achève et on parie que vous aussi, vous avez eu le coup de foudre. Quels ornent les plus beaux oiseaux nous servent à écrire ou par les tenues des grands couturiers, la plume en a sous le duvet. C'est Focus. Quel est le point commun entre les Indiens d'Amérique, Marie-Antoinette et ce défilé de mode? Vous avez l'œil, c'est bien la plume. Sacrée pour les premiers, bien plus accessoire et esthétique de notre côté de l'Atlantique. Dans tous les cas, c'est le fruit d'un vrai travail, l'art plumaire ou plumasserie. Un art de la couleur et de la texture tant la palette est grande. On ne va pas vous mentir, aujourd'hui cet artisanat se raréfie un peu. Mais à son apogée, à l'aube du XXe siècle, il faisait tourner plus de 800 maisons et ateliers à Paris. C'est que le travail de la plume, c'est une foule de techniques. Il faut la laver au savon et à l'eau claire, la teindre parfois et la blanchir, la mettre en craie, puis à la vapeur pour qu'elle retrouve son panache. Avant l'ultime étape, l'assemblage, parfois monumental. Aujourd'hui, l'accès aux plumes est très réglementé, surtout pour les espèces rares et protégées. À la Maison Février qui fête ses 90 ans, la tradition perdure et le plumassier Maxime Leroy se régale. Ce qui est extraordinaire, c'est la qualité des plumes, parce que comme on est sur du stock ancien, les plumes en elles-mêmes étaient très calibrées. Là, pour le coup, il y avait un vrai élevage. Et elles sont satinées, elles sont brillantes, elles sont beaucoup plus épaisses, beaucoup plus jolies que ce qu'on retrouve maintenant sur le marché. Des stocks anciens, tout comme les savoir-faire. Maxime est le nouveau directeur artistique de cette maison et il est bien déterminé à les préserver. On est l'une des rares, voire la seule en France et au monde, à avoir encore les termes et les techniques ancestrales, c'est-à-dire on a des personnes qui sont des autruchiennes, qui ne travaillent que la plume d'autruche. Oui, autruchienne, c'est un vrai métier. Mais Maxime a un style un peu différent. Dans son atelier, il travaille des plumes un peu moins encombrantes et les sublime à sa manière. Comme pour cette série de broches au style emprunté à l'ikebana, l'art floral japonais. Ici, pas de pétales, mais des plumes de perroquet soigneusement choisies et chouchoutées. C'est un peu comme les cheveux, c'est de la kératine. Donc pour retrouver une belle plume, il faut les passer à la vapeur dans un premier temps. Puis après, c'est les sélectionner en fonction du dégradé qu'on veut faire sur la broche. Pour cette application-là, je garde que ça. Mais je garde toutes mes plumes. Ça, c'est pas du déchet. Ça, je vais le recycler sur d'autres applications pour d'autres histoires à raconter. Et chaque plume est unique. Sa couleur, comme sa douceur ou sa rigidité, varie en fonction de sa place sur le corps de l'oiseau. Un vrai casse-tête pour la sélection et une bonne raison pour garder la moindre chute. Surtout pour Maxime, qui préfère utiliser les plumes de mue, celles que l'oiseau perd naturellement. Question de principe. Et raison de plus pour y aller tout en douceur, à la pince, au moment de l'encollage sur le support. Les premières sont les plus compliquées à placer, parce que c'est elles qui définissent la rythmique. Et c'est ce qui va après induire la rythmique de tout le reste. Maxime progresse avec délicatesse et pose les fragments de plumes l'un après l'autre, de l'intérieur vers l'extérieur, les superpose de la plus claire à la plus foncée. Coloriste à sa manière, il joue sur les nuances, bien souvent naturelles, et jongle avec les textures qu'offre le matériau brut. Alors là, je place pour voir mes petites finitions. Je fais un essai à blanc, bien sûr. Ça se trouve, ça ne plaira pas au final, je vais regarder. Dans ses créations, tout est plume, même ce qui n'en a pas du tout l'air. C'est d'ailleurs ce qui plaît à Maxime, et ce n'est pas sa déco, faite maison, qui le contredira. Ceci n'est pas une plante. C'est juste des idées de trompe-l'œil ou de se dire « Ah, waouh, en fait, là, il y a de la plume. On dirait de la neige, on dirait de la mousse. » Ou carrément,
Non, je te crois pas, c'est pas de la plume. Formé dans le lycée Octave Gueillet, le seul de France dans ce domaine, aucune plume ne lui résiste. Il les tord et les brûle, les tresse et les brode, les déstructure et les restructure, que ce soit pour la haute couture ou pour l'art, pour le design ou pour le cinéma. J'ai testé beaucoup de choses, la pierre, le bois, etc. Et la matière plume me parlait beaucoup plus facilement. On sait quelle matière peut rendre quelle chose, si je la teins, si je la brûle avec des produits. En la mettant en volume, en faisant ce genre de choses, on peut la transformer. Vous pensiez avoir tout vu? Témoin de son large éventail de techniques, cette moto a fait sensation au Palais de Tokyo en 2016. Hérissée de plumes noires, elle est bien la preuve que Maxime Leroy peut glisser ses plumes absolument partout. La version française est déjà terminée. J'espère que ce numéro spécial mode vous a plu. On se retrouve très vite. Bye.